Bienvenue à toutes et à tous dans le premier épisode du podcast qui te donne des clés pour vivre ton cycle en toute sérénité. C'est le premier épisode d'une longue série qui tournera autour de différents outils, pratiques, stratégies pour pouvoir améliorer le vécu de son cycle au quotidien. Ça parlera aussi de préconception et j'espère plus tard de ménopause. Mais pour ce tout premier épisode, nous allons aborder le sujet de la symptothermie qui est ma spécialité. Et comme je n'avais pas envie de parler pendant 1 heure ou moins, j'espère, toute seule face à une caméra, je peux compter aujourd'hui sur l'aide d'une super amie, Maëlys, qui va prendre le lead de cet épisode et me poser toutes sortes de questions. Donc merci Maëlys pour ta présence aujourd'hui. Merci pour ton invitation. Est-ce que tu as envie de dire 1 ou 2 petits mots sur toi ? Oui, alors bonjour tout le monde, bonjour Estelle, merci de m'avoir invitée sur ce podcast qui parle de symptothermie. C'est vrai que moi, comme je suppose beaucoup d'entre vous, je ne connais pas grand-chose à la symptothermie, donc merci beaucoup de m'avoir invitée pour ce podcast très intéressant sur la symptothermie. Et je propose qu'on commence tout de suite par peut-être si tu peux te présenter, nous présenter aussi ton parcours professionnel, comment est-ce que tu en es arrivée à faire de la symptothermie ? Alors déjà, je ne suis pas du tout issue de la santé de base. J'ai commencé par faire une formation d'enseignante primaire, donc j'ai fait des études à la HEP, mais je me rappelle que déjà pendant mes études secondaires, donc ce qu'il y a eu juste avant, mes cours préférés c'était la biologie, la chimie et la physique. C'était vraiment des branches qui me passionnaient. J'adorais comprendre le fonctionnement du corps humain, et puis très vite je me suis aussi passionnée pour tout ce qui touchait au fonctionnement psychologique de l'humain. Donc j'étais déjà pas mal axée sur le corps, mais je me suis d'abord orientée vers une formation d'enseignante. C'est vrai que j'apprécie aussi beaucoup l'enseignement. Et puis, ça ne m'a pas convenu. Voilà. Donc, j'ai eu envie de m'orienter vers d'autres choses. Donc là, je travaille toujours avec des enfants, mais en crèche. Et puis, je suis aussi professeure de danse. Donc, je m'intéresse aussi beaucoup au fonctionnement du corps à travers le mouvement. Effectivement, oui. Et puis, comment je suis tombée dans la symptothermie ? Eh bien, j'ai commencé à... Je pense que ça a dû passer par des lectures sur lesquelles je suis tombée, qui touchaient au cycle féminin, à la féminité. Et puis ça m'a pas mal interpellée. J'ai eu envie d'aller creuser un petit peu ça. Et puis en fait, la symptothermie en tant que telle, c'est arrivé pendant le Covid, comme chez beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des trucs de fou pendant le Covid. C'était une période assez mouvementée, on va dire. Voilà, c'est ça, mais aussi riche de découvertes. Et en fait, par pur hasard, j'étais abonnée à une personne qui travaille sur les réseaux, et puis elle avait organisé un atelier sur la symptothermie avec une personne assez connue qui s'appelle Mélissa Carlier, qui parlait justement de symptothermie. Et en fait, j'ai suivi l'atelier, et moi, j'avais à ce moment-là pas de contraception. J'avais tenté la contraception hormonale, mais ça n'avait pas été très concluant. Et en fait, quand j'ai vu cet atelier, je me suis dit « Ah, purée, c'est génial, il existe une méthode d'observation du cycle qui a l'air franchement pas mal et tout ça. » Et puis, j'ai décidé de l'apprendre déjà juste pour moi. Donc, je suis allée faire une initiation avec une de mes collègues du Valais. Et puis après, comme j'étais célibataire, j'ai pratiqué pour moi-même sans trop de pression. Et puis, c'est au moment où j'ai voulu arrêter l'enseignement et que j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que j'avais envie de faire, que tout d'un coup, mais je pourrais pas te dire pourquoi, mais je me suis dit, tiens, j'adore le corps humain, j'adore tout ce qui touche au féminin, puis la symptothermie, ça m'intéresse aussi pas mal. Pourquoi pas commencer, pourquoi pas mettre comme premier jalon, finalement, une formation en symptothermie un petit peu plus complète. Du coup, j'ai un peu repris toutes mes bases, et puis j'ai suivi... une formation à l'Institut Eden Fertilité à Lausanne, qui est une des écoles les plus réputées carrément au monde, on peut dire, au niveau de la symptothermie. Et puis là, je suis en train de terminer ma certification. D'accord. Et du coup, tu as choisi la symptothermie, mais alors, enfin, pourquoi ce podcast ? Pourquoi, en fait, tu as décidé de faire, non pas que sur la symptothermie, ce podcast, mais peut-être sur d'autres méthodes, d'autres thérapies alternatives au sujet toujours du cycle ? Ça vient un peu, je pense, c'est grâce à mes formatrices aussi que j'ai eu envie de faire ce podcast, dans le sens où quand je me suis formée pour cette symptothermie, on ne s'est pas juste intéressé au fonctionnement du cycle et puis à la symptothermie en tant que telle. On a été vraiment initié à différents paramètres de la santé menstruelle,
que ce soit les pathologies, l'alimentation, etc. Donc, dès le départ de ma formation, j'ai été vraiment baignée dans une approche assez globale du cycle, ce qui fait que j'ai commencé à m'intéresser à différents sujets, etc. Et puis, j'ai commencé il y a une année à accompagner des femmes et je me suis rendu compte que la plupart d'entre elles avaient des problématiques au niveau du cycle menstruel. Que ce soit le vécu du cycle en tant que tel, que ce soit les tentatives d'avoir un enfant qui sont un petit peu plus compliquées, que ce soit l'approche de la ménopause. Et puis, je me suis rendu compte que très souvent, les personnes, elles ont l'impression qu'elles ont déjà tout essayé, puis elles se découragent et elles ont très souvent une vision assez restreinte des possibilités, en fait, pour améliorer leur cycle. Et je me suis dit, moi, ce qui me plaît, parce que j'adore déjà apprendre moi-même, puis j'adore transmettre, je me suis dit, ce qui me plairait, c'est de pouvoir, en fait, offrir aux gens un panel de possibilités qui existent pour prendre soin de son cycle. Et comme je ne suis pas spécialisée dans tout, je me suis dit que, quand même, le plus simple et le plus pertinent, ce serait de faire intervenir des personnes qui sont spécialisées dans un domaine X ou Y, pour qu'elles puissent vraiment apporter leur expertise, même si la plupart des sujets, moi je m'y suis quand même déjà intéressée, mais elles ont vraiment cette expertise-là. Et puis après, ce qui est important pour moi, c'est de faire intervenir des personnes de la Suisse. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de personnes en dehors de la Suisse qui interviendront, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'un peu local aussi pour permettre à ces personnes de se faire connaître. Ouais. Et puis pour que si toi tu regardes un épisode et que tu dis tiens la phytothérapie ça a l'air cool, en fait si je vais à Fuy je peux rencontrer une personne super là-dedans, et d'avoir les adresses, quelqu'un qu'on a déjà entendu et qui peut-être avec qui on peut connecter un peu plus en fait. C'est ça. Ouais. Et puis du coup là c'est le premier épisode, il y en a déjà plusieurs qui sont programmés pour des enregistrements et puis actuellement j'en ai entre 15 et 20 qui sont carrément scriptés. Et puis il y en a déjà pas mal, effectivement. Avec les personnes que j'ai envie de contacter. Alors, une partie, justement, je les ai déjà contactées. Les autres, ça viendra après. Mais le but, c'est vraiment d'aborder toutes sortes de sujets. Alors, autant les plus connus, comme par exemple la nutrition, mais aussi aller dans l'ostéopathie intrapelvienne, la réflexologie. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu du comment gérer son cycle au quotidien, comment l'utiliser pour mieux vivre son quotidien. On va aussi parler de respiration, on va parler d'endométriose, on va aborder différents sujets avec différentes personnes. Effectivement, très intéressant parce que tout n'est pas forcément connu. Rien que les noms de certaines méthodes que tu m'as dites, je ne connais pas du tout. Donc, je me réjouis d'écouter les podcasts suivants. Et du coup, si on revient un petit peu à la symptothermie, est-ce qu'on peut dire que du coup la symptothermie fait partie d'un tout ou est-ce que la symptothermie en elle-même pourrait se suffire au niveau du cycle? Donc explique-moi peut-être qu'est-ce que c'est la symptothermie en soi et comment est-ce qu'elle fonctionne, comment la méthode de la symptothermie fonctionne? Alors non, du coup non, elle ne se suffit pas elle-même, ça c'est sûr, parce que ce n'est pas une méthode qui a une vocation de guérir ou d'améliorer la santé. Par contre, je pense qu'à partir du moment où on a envie d'être en bonne santé et où on a éventuellement des problématiques qu'on a envie de résoudre, si on ne connaît pas comment on fonctionne, déjà de manière générale, et si on ne connaît pas comment nous-mêmes en tant que tels on fonctionne, ça va tout de suite être beaucoup plus compliqué. Oui, forcément, de trouver des solutions. Enfin, je pense que toi, tu l'as remarqué déjà rien qu'avec les années, tu apprends à te connaître. Oui, le cycle, on le connaît un peu mieux, on sait comment notre corps fonctionne, comment on réagit, les syndromes prémenstruels, pendant les menstrues, etc. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est des choses qui vont être très importantes. Et puis, il y a quand même si on a un changement de mentalité qui se fait, on a encore beaucoup de personnes, mais pas que des femmes finalement, beaucoup de personnes tout court qui sont un peu déconnectées de leur corps ou qui voient qui repèrent les symptômes, mais qui n'arrivent pas à y mettre du sens ou qui ne savent pas quoi en faire. Et ça va être vraiment le but de la symptothermie. Ça va être justement d'apprendre à connaître son corps sous l'angle du cycle, d'apprendre à connaître son cycle. Et puis, ça va être une bonne base ensuite pour faire intervenir d'autres outils et d'autres stratégies. Donc toi, en fait, ce que va te permettre peut-être un traitement en symptothermie, enfin c'est quoi, des séances en symptothermie, je suppose, oui. C'est peut-être de rediriger en fait les personnes vers d'autres thérapies qui vont leur permettre, avec la symptothermie, d'arriver à réguler le cycle ou bien à se protéger aussi peut-être pendant des rapports sexuels. Alors si tu veux, je peux t'expliquer un petit peu à quoi sert la symptothermie. Volontiers, oui, comme ça on peut savoir. Du coup, déjà pour les bases, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais la symptothermie, c'est vraiment une méthode d'observation du cycle. Donc il faut savoir qu'un cycle menstruel est constitué de plusieurs phases.
Donc, on a la phase préovulatoire, l'ovulation, qui est la phase la plus courte, et puis la phase post-ovulatoire. Et puis, ces différentes phases, elles vont faire intervenir plusieurs hormones. Donc, globalement, dans la phase préovulatoire, on va avoir surtout les œstrogènes. Puis dans la phase post-ovulatoire, surtout la progestérone, qui partent majoritairement des ovaires. Voilà. Et puis, en fait, ces hormones, elles vont avoir plusieurs influences sur notre système reproducteur et puis même notre santé en général. Donc, par exemple, les œstrogènes qui vont être produits par les follicules, donc ce sont les petits œufs qu'on a dans les ovaires. En début de cycle, l'hypophyse envoie un message aux ovaires, le message FSH. L'hypophyse qui est une petite zone du cerveau qui va envoyer un message aux ovaires pour en fait qu'on ait des follicules qui commencent à entrer en maturation. Et puis, ces follicules vont produire des œstrogènes et ces œstrogènes vont avoir une influence sur l'endomètre, qui est la couche de tissu qu'on a dans l'utérus, qu'on perd au moment des règles. Ils vont avoir une incidence aussi sur la position et l'ouverture du col de l'utérus. D'accord. Pour les rendre, pour que les spermatozoïdes puissent commencer à espérer arriver dans l'utérus. Et féconder l'ovule, du coup. C'est ça, l'ovocyte. Et puis, ces œstrogènes vont aussi avoir un rôle sur... au niveau du col, on a des petites cryptes qui produisent une sécrétion qu'on appelle la glaire cervicale. Ouais. Et puis cette glaire cervicale, elle va avoir, je donne un ou deux mots là-dessus parce que c'est justement un élément qu'on observe en symptothermie. Cette glaire cervicale, elle va avoir plusieurs rôles. Déjà, elle va permettre d'atténuer l'acidité du vagin parce que sinon les spermatozoïdes ils vivent très très peu de temps, puis du coup ils n'arrivent très souvent pas en haut. Donc ça va avoir un rôle de calmer l'acidité du vagin. Ça va avoir un rôle de tri des spermatozoïdes pour enlever ceux qui sont trop en mauvais état. Et puis après, ça va avoir aussi un rôle d'accélérateur pour que les spermatozoïdes arrivent plus vite à destination, qu'ils puissent se nourrir, etc., etc. Et donc, cette glaire, elle va, grâce aux œstrogènes, elle va évoluer à l'approche de l'ovulation pour être de plus en plus fertile, de plus en plus de bonne qualité, plus fluide, plus transparente, blanc d'œuf, etc. Donc, on a ces œstrogènes qui vont avoir ce rôle là-dessus. Et puis, en même temps, les œstrogènes, ils vont avoir un rôle sur d'autres aspects de notre corps, sur la peau, sur les cheveux, sur la santé des seins, sur notre libido. Donc on a déjà cette hormone qui est très importante. Et puis après, on a, quand tout est prêt, on a l'ovulation qui est déclenchée grâce à un nouveau message de l'hypophyse qui s'appelle la LH. L'ovulation se déclenche. Ensuite, il faut savoir qu'un ovocyte, ça a une durée de vie de moins de 24 heures. Donc, cette phase d'ovulation, elle est très courte. Voilà. Et puis, une fois que l'ovulation a eu lieu, eh bien, en fait, l'enveloppe qui contenait l'ovocyte va se transformer en corps jaune, va produire une nouvelle hormone, cette fois, qui s'appelle la progestérone. Puis la progestérone, elle va revenir agir sur les mêmes parties du corps que les œstrogènes. Donc, l'endomètre va continuer à se densifier pour pouvoir accueillir un potentiel embryon. Le col, il va se refermer, se redurcir pour bloquer le passage, comme imagine, tu as des sécuritas qui disent « maintenant, plus personne ne vient. Vous ne passerez pas. » Voilà. Et puis, la glaire, elle va perdre aussi en qualité. Elle va se transformer un peu comme une sorte de bouchon muqueux aussi pour vraiment fermer à double tour l'entrée qui mène à l'utérus. Et puis cette progestérone, elle va aussi avoir un rôle qui est justement intéressant, c'est qu'elle va venir stimuler un petit peu la thyroïde, ce qui va, donc c'est une petite glande qu'on a par ici, et puis ça va activer le métabolisme du corps et augmenter la température basale du corps. D'accord. Voilà. Et puis, ensuite, il se passe un certain nombre de jours. Et s'il n'y a pas eu de fécondation, en fait, les hormones, elles vont chuter. Et puis, du coup, on a les règles qui se déclenchent, etc., etc. Et en fait, dans la symptothermie, on va s'intéresser à ces biomarqueurs, donc, que sont la glaire cervicale, le col et la température. Oui. En général, on va plutôt conseiller de combiner glaire cervicale et température. C'est les choses les plus faciles à observer. Et puis voilà, parce que justement, cette glaire cervicale, elle évolue selon si on est très fertile, moins fertile, etc. Et puis la température, elle vient nous donner un indicateur de si on a ovulé ou pas. D'accord, ouais. Voilà. Donc, on va vraiment observer ces biomarqueurs. Et puis, ça va avoir plusieurs utilités. Donc, soit on peut l'utiliser en contraception
pour justement identifier quand est-ce qu'on est fertile et du coup, il faut faire attention. Ou pas. C'est ça, si on va avoir un enfant. Mais là, si on parle de la contraception, on va plutôt s'intéresser à quand est-ce qu'on est fertile et qu'il va falloir se protéger ou éviter les rapports avec pénétration. Voilà, ça sera pour la contraception. Pour la conception, justement, pareil, quand est-ce qu'on est le plus fertile pour pouvoir avoir les rapports au bon moment. Et donc, espérer concevoir un petit bout de chou. C'est ça. Et puis, on va aussi pouvoir l'utiliser, ça rejoint ta question d'avant, on va aussi pouvoir l'utiliser d'un point de vue santé pour voir est-ce que les différentes phases de mon cycle sont bien équilibrées ou est-ce que certaines sont trop longues ou au contraire trop courtes. Donc, en fait, dans l'idéal, il faudrait que les 2 phases, si je peux dire ça comme ça, soient plus ou moins égales au niveau du nombre de jours, c'est ça ? Non, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la phase des menstruations, qui est dans la période préovulatoire, en moyenne, dans un cycle sain, elle va durer entre 3 à 5 jours. D'accord. Voilà. Et puis après, tout ce qui va se passer jusqu'à l'ovulation, en fait, ça va varier d'une femme à l'autre. Parce que ça va dépendre de quand il y a l'ovulation. Donc, certaines femmes, elles vont avoir une ovulation plus rapide, d'autres plus tardive. Après, de nouveau, si la phase préovulatoire, elle tarde, enfin, elle s'étend, ça peut être le signe que l'ovulation a du mal à se faire. Mais là, il n'y a pas vraiment un nombre précis. Souvent, par rapport aux études, on voit que les ovulations, elles ont lieu autour du 15e jour en moyenne. 15e, 16e jour en moyenne. Donc voilà à peu près la durée, mais ça va un peu dépendre d'une femme à l'autre. Et ensuite, la phase post-ovulatoire, en moyenne, elle dure de 10 à 16 jours. Voilà. Et si on est à moins de 10 jours, c'est que c'est un peu trop court. Et puis, si on est à plus que 16 jours, ça commence à devenir long, ou bien ça peut être le signe qu'on est enceinte aussi. D'accord. Et du coup, pour toi, ce qui est important en fait dans tes consultations, c'est pas tellement d'avoir une consultation et d'avoir une vision sur un cycle, mais plutôt d'avoir une vision sur plusieurs cycles pour voir si les cycles sont réguliers, plus ou moins, ou s'ils sont totalement irréguliers. Ça serait vraiment un signe comme quoi il y a un dérèglement hormonal ou un autre problème peut-être médical derrière, c'est ça ? Oui, alors déjà, c'est vrai qu'on va plutôt observer plusieurs cycles parce que sur un cycle, comme on est quand même pas des personnes qui sont hyper, nous sommes des êtres humains avec des vécus différents selon les mois, selon les cycles, etc. C'est sûr qu'on peut avoir tout d'un coup un cycle qui a l'air super, un peu déséquilibré et tout ça. Même ça peut être peut-être juste le stress, ça ou peut la être fatigue. Ça peut être un cycle. Et puis les autres cycles vont beaucoup mieux. Donc c'est vrai que se baser que sur... Alors souvent sur un cycle, on peut déjà quand même se poser des questions. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'en avoir au moins 2, 3 à comparer pour voir s'il y a des régularités, des choses qui se reproduisent, etc. Après, au niveau de l'irrégularité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peu de femmes qui ont chaque cycle le même nombre de jours exactement. Parce qu'encore une fois, on est des êtres humains, pas des machines. Ouais, on n'est pas réglé tout en même temps. On n'a pas nos règles tout en même temps dans le mois. C'est ça. Mais par contre, on va parler d'irrégularité quand d'un cycle à l'autre, on a vraiment... 3, 4, 5 jours, je crois que c'est à partir de 4 ou 5 jours de décalage d'un cycle à l'autre. Là, on va vraiment parler d'un cycle irrégulier. Ouais, ce qui peut être énorme sur un cycle qui fait au final une trentaine de jours, même pas selon les femmes. Oui, c'est ça, oui. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être de voir aussi chaque phase. Voilà, est-ce que l'ovulation, justement, elle se produit relativement vite ? Est-ce qu'elle a du mal à démarrer ? Est-ce qu'on va avoir notre glaire, justement, qui va un peu faire des vagues comme ça, c'est bien, puis hop, ça chute, puis hop, toc, toc, ça montre qu'il y a une activité des œstrogènes un peu variable. Puis après, au niveau de la phase post-ovulatoire, est-ce qu'elle est trop courte ? Est-ce qu'il y a beaucoup de syndrome prémenstruel aussi ? Au niveau des menstruations, est-ce qu'elles ont une durée correcte ? Est-ce qu'elles sont trop courtes, trop longues, trop abondantes, trop légères ? Donc le fait d'observer son cycle, ça va vraiment permettre d'avoir une cartographie de sa santé. Et puis, c'est d'ailleurs ce que je trouve le plus intéressant là-dedans. Et puis, si tout est bien équilibré, tant mieux. Et s'il y a des déséquilibres, eh bien, on peut déjà partir sur des choses, en tant que formatrice en symptothermie, on peut déjà accompagner sur des choses assez basiques de l'hygiène de vie, un petit peu de phytothérapie, etc. Mais après, s'il y a des problématiques un peu plus conséquentes, c'est vrai que là va être l'intérêt de pouvoir orienter vers d'autres types de professionnels.
comme des ostéopathes, s'il y a des problèmes de douleur, des nutritionnistes, s'il y a un syndrome des ovaires polykystiques ou bien... Enfin voilà. Et puis parfois, ça va passer aussi par envoyer chez le gynécologue pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas un problème mécanique, un fibrome, un kyste, que évidemment, on ne peut pas vérifier en tant que formatrice. Forcément, oui. Voilà. Et puis parfois, ça peut être intéressant d'aller faire des analyses. S'il y a une suspicion d'endométriose, pareil, il n'y a que le gynécologue qui va vraiment pouvoir aller voir si c'est ça. Mais le fait d'observer le cycle, ça va permettre de bien se connaître. Et puis, ça permet déjà d'élaborer des premières hypothèses et qu'ensuite, si la personne, elle va chez son gynécologue, elle ne va pas juste dire « Oh, j'ai mal ». Voilà, ouais, effectivement, pouvoir mettre peut-être des mots sur les symptômes qu'elle a, sur les problématiques pour permettre de mieux orienter le gynécologue directement vers le bon problème, plutôt que d'attendre des mois et des mois avant de trouver au final ce qui ne va pas. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment un outil que je trouve très, très riche, qui n'apporte pas toutes les solutions, mais qui permet à la personne qui la pratique de vraiment mieux se connaître et puis d'être complètement actrice de sa santé et de son cycle. D'accord. Et du coup, toi, ton cycle menstruel, comment tu le vis? Comment tu l'as vécu aussi avant de faire de la symptothermie? Est-ce que tu as vu une différence maintenant que tu pratiques en fait la symptothermie, que tu es formatrice en symptothermie? Alors, faire la symptothermie, ça m'a vraiment permis d'être mieux avec mes cycles, ça c'est sûr. Parce que quand j'ai commencé quand je suis arrivée à la puberté, que j'ai commencé à avoir mes règles, etc., c'est vrai que je ne l'ai pas forcément très, très bien vécu. Parce que j'avais des règles qui étaient très abondantes, qui étaient très douloureuses. J'avais du syndrome prémenstruel bien costaud. Ouais, on connaît. C'est ça. Et puis surtout, alors maintenant, ça commence à changer aussi. Mais quand moi, je crois que j'ai eu mes règles à 13-14 ans, on parlait vraiment pas encore autant du cycle et tout ça. Presque un tabou au final. C'était encore très tabou. Ça l'est encore, mais moins quand même. Et puis on peut trouver beaucoup plus facilement des ressources. Là, on n'en parlait pas tellement, en fait. J'avais des cours d'éducation sexuelle à l'école, mais même là, la qualité, c'était pas ce qu'il y a maintenant. C'était un peu limité, C'était très limité. Ouais. Donc, du coup, j'avais un peu l'impression de subir mes cycles. Puis, comme chaque fois, quand j'arrivais à mes règles, je commençais à déprimer. Je faisais pas le rapport et je me disais, mais c'est pas possible, je suis une personne qui est tout le temps déprimée, quoi. Donc, c'est vrai que c'était difficile. Et le fait de commencer la symptothermie, déjà de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe pendant le cycle, puis de me dire, c'est normal qu'au début du cycle, j'ai plus d'énergie, qu'à la fin, j'ai moins d'énergie. Déjà, ça m'a permis d'être plus douce et tolérante avec moi-même. Donc, tu rationalises un peu plus ces syndromes prémenstruels. Oui, je comprends mieux. Et puis en même temps, tu parles de rationaliser, mais aussi, je suis beaucoup plus dans mon corps. Je suis aussi plus à l'écoute, plus à ressentir. D'ailleurs, des fois, quand je vais faire, que ce soit de l'ostéopathie ou bien là, je suis cobaye pour une copine qui fait de la kiné, toujours on me dit mais c'est génial parce que tu te connais tellement bien, ça nous donne des super bons indicateurs de ce qui se passe et c'est vrai que ça aide. Typiquement si je vais voir un spécialiste, je l'aide vraiment parce que je sais ce qui se passe dans mon corps et s'il me propose quelque chose qui me convient pas, je vais pouvoir le dire non, ça me fait pas d'effet, ça fonctionne pas. Donc je sens aussi c'est beaucoup plus simple effectivement pour les rapports avec les autres professionnels. Oui. De savoir, parce qu'au final, l'écoute pour un professionnel, c'est ce qu'il y a de plus important quand on va le voir au final. Oui, et puis ça permet aussi de faire un tri, parce que si tu as en face un professionnel qui est saoulé parce que tu lui expliques comment tu fonctionnes, tu dis, je vais changer de professionnel. Ouais, c'est qu'il ne te convient pas, effectivement. Donc la symptothermie, ça m'a beaucoup aidé pour ça. Puis après, le fait d'apprendre à observer mes cycles, ça m'a permis de voir que j'avais un déséquilibre hormonal qui expliquait mes menstruations compliquées. Et puis, j'ai pu commencer à mettre en place des choses. Et dès le premier cycle, il y avait déjà des différences. Et du coup, je subis aussi beaucoup moins tous ces symptômes parce qu'ils se sont beaucoup plus apaisés. Donc non, c'est vrai que du coup, maintenant, mes cycles, je les vis beaucoup. Mais je dis pas que c'est toujours idéal, mais... Ça reste un cycle menstruel au final. Ça reste, et je pense que ça prend quand même des années à apprivoiser. Puis si on pense que ça fait peut-être 2 ans vraiment que je l'apprivoise, c'est normal que tout soit pas encore complètement parfait. Mais je suis contente d'avoir un cycle. Maintenant, je vois les avantages et puis voilà, puis j'ai envie de le partager, quoi. Et avoir une vie bien plus apaisée au quotidien. C'est ça. Mais du coup, pourquoi la symptothermie? Quelle est la différence en fait entre la symptothermie et d'autres méthodes de suivi de cycle? Parce qu'il y en a d'autres au final. La symptothermie n'est pas la seule méthode de suivi. Donc, quelle est la différence? Quelles sont les principales différences? Pourquoi la symptothermie? Pourquoi autre chose? Alors, ce qui caractérise la symptothermie, c'est qu'on se base sur l'observation et la combinaison de 2 biomarqueurs, que sont la température et la glaire cervicale, ou le col. Mais on a vraiment à chaque fois la prise en compte de 2 marqueurs du cycle. Et dans les autres méthodes d'observation du cycle, la plupart du temps, justement, le truc, c'est qu'il n'y en a qu'un. Par exemple... Du coup, ça rend ça moins efficace?
Je te donne un exemple. Si tu prends, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Billings, qui se base uniquement sur la glaire cervicale. Alors, c'est une bonne méthode en tant que telle, mais la seule chose, c'est que parfois, la glaire, elle peut subir les influences de ton hygiène de vie, de ton stress, etc. Et puis, ça peut des fois rendre l'observation un petit peu plus compliquée. Ou bien, typiquement, avec la méthode Billings, tu es considéré comme étant dans ta phase fertile dès tes premiers jours de règles, parce que comme on ne peut pas vraiment savoir à partir de quand tu deviens fertile, à partir de quand tu as de la glaire qui commence à apparaître à la sortie vers la vulve, eh bien, quand tu as tes règles et puis que tu perds déjà, entre guillemets, pas mal de fluide, ça va être difficile de savoir s'il y a de la glaire dans ton sang ou pas. Ça va être difficile d'observer ça. Donc, du coup, on va prendre la sécurité dès le début de tes menstruations. Mais ça veut dire que, du coup, peut-être que ta vraie phase de fertilité, elle est plus courte que ça. Mais on va être obligé de prendre plus de marge de sécurité. Donc, ça peut être un petit peu donc contraignant. C'est beaucoup moins précis que la symptothermie à ce niveau-là. Alors, la méthode Billings bien pratiquée, elle peut quand même être pas mal, franchement. Mais il faut vraiment bien être accompagné au départ. Et puis je dirais, faut pas avoir idéalement, il faudrait pas avoir trop de problématiques avec sa glaire, mais bon, après, quand on a des problématiques avec la glaire, il y a des choses qui peuvent être mises en place pour avoir une meilleure qualité. Mais voilà, mais c'est vrai que du coup, elle va être un petit peu limitée pour ça. Après, la méthode des températures, le problème, c'est qu'on se base que sur la température, et puis la température, pareil, elle est variable. Donc, par exemple, si on tombe malade, ça peut aussi changer. Si on a de la fièvre, voilà, ça peut dérégler aussi un petit peu la température du corps. Et on n'a que la température à laquelle se raccrocher. Et puis après, il y a une autre méthode aussi dont on parle encore beaucoup, parce que c'est celle qui a été je pense, dont on a le plus parlé à un moment, qui est la méthode Ogino, qui est la méthode du calendrier. Et ça, je pense, c'est la pire méthode d'observation du cycle qu'on peut trouver, et puis qui, malheureusement, fait que les méthodes d'observation, elles ont souvent très mauvaise presse, parce que c'est une méthode où, en fait, tu te bases, tu prends ton cycle le plus long sur 12 mois, tu prends ton cycle le plus long, le cycle le plus court, tu fais un calcul, et puis tu établis une phase de fertilité moyenne, si tu veux, sur tout ça. Donc, en fait, c'est un peu comme les applications qu'on a sur les téléphones, et puis si on se basait dessus pour savoir quelle était la longueur de notre cycle et calculer plus ou moins quand on devient fertile, c'est ça ? C'est ça. Et puis ça, c'est vraiment pas fiable, parce que, en fait, tu te bases pas du tout sur ton corps. Enfin, tu sais pas ce qui se passe dans ton corps. Tu as juste observé un jour. En fait, c'est purement mathématique. Et puis, le corps, c'est pas purement mathématique. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. Et voilà. Et en fait, le point faible de toutes ces méthodes, c'est qu'elles se basent que sur... dans la méthode des températures, on se base que sur la longueur du cycle. Donc, c'est même pas un biomarqueur. Et sur les autres méthodes, on va se baser que sur un. Et justement, que ce soit la glaire ou la température, il y a des limites. Notre quotidien peut les influencer, etc. Mais dans la symptothermie, comme on a toujours 2 biomarqueurs qu'on va combiner, puis 1 ou 2 petites règles aussi, typiquement pour les températures perturbées, on ne les prend pas en compte dans nos interprétations, etc. C'est cette combinaison qui fait que ça va compenser les faiblesses, si on veut, de l'observation de la glaire et les faiblesses de l'observation de la température, et qui fait qu'on va avoir quelque chose qui est vraiment efficace. D'accord. Et au niveau de la symptothermie, justement, tu parlais que ça permettait vraiment d'avoir une efficacité pour trouver, en fait, quand on était fertile, et on parlait un peu plus tôt de contraception. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la symptothermie justement comme contraception ? Est-ce que c'est vraiment efficace, ou est-ce qu'il faut quand même peut-être un peu se méfier, ou bien prendre une période de fertilité plus longue que ce qui a été en fait calculé avec les 2 biomarqueurs ? Alors oui, on peut l'utiliser comme contraception, puis je vais même te dire un truc encore plus fou, c'est que tu peux faire de la symptothermie même si tu n'as pas envie d'avoir un enfant. Voilà. D'accord. Contrairement à ce qui est des fois encore recommandé dans les plannings familiales ou par les gynécologues, qui disent oui, la symptothermie, ça peut être bien, mais c'est mieux si l'éventualité d'avoir un enfant est présente, ce qui est pas du tout le cas. En fait, c'est une méthode qui est très fiable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour calculer la fiabilité d'une méthode, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en fait, on va s'intéresser, on va prendre un nombre de femmes sur un certain temps, et puis on va regarder finalement combien de femmes sur un certain temps sont devenues enceintes en pratiquant une certaine méthode. Et puis là, ça va nous permettre d'avoir un chiffre. Puis en général, on a 2 chiffres. Donc, on a le chiffre théorique. C'est l'idéal. En fait, on enlève toutes les erreurs d'utilisation dedans. C'est un peu, admettons, si tout le monde utilisait parfaitement, ça serait ça la fiabilité. Puis après, on a la fiabilité pratique. On inclut les erreurs d'utilisation dedans. Donc, c'est en gros le chiffre de la réalité, comment c'est vraiment. Et puis, si on regarde la symptothermie, en fait, par rapport à toutes les méthodes de contraception, pour l'instant, dans ce qui ressort, c'est que la plus fiable, c'est évidemment la stérilisation, que ce soit chez la femme ou chez l'homme.
Ce qui est assez logique parce qu'en fait, une fois que ça a été fait, il n'y a plus besoin d'y penser. Enfin, voilà. Par contre, il peut arriver quand même que quelque chose que ça n'avait pas été fait correctement et que du coup, la personne devienne enceinte. Donc, il n'y a pas de contraception parfaite. Mais celle-là, c'est vraiment celle qui est la mieux, où on a moins de 1% de taux d'échec dans la pratique. Après, on a le stérilet au cuivre, où on est aussi à moins de 1% d'échec dans la pratique. Donc là, on a un peu vraiment les deux meilleurs, si on veut. Et en fait, la symptothermie, ça arrive juste après. D'accord. Donc la symptothermie, dans la théorie, on a moins de 1% d'échec. Dans la pratique, on a un petit peu plus quand même, mais c'est moins de 2% d'échec. D'accord. Donc, et ça, c'est vraiment le facteur humain qui rentre en ligne de compte au niveau pratique. Du coup, Oui, principalement, oui. Mais par exemple, pour donner le modèle de la pilule, la pilule, en théorie, on a un très très bon chiffre. En pratique, alors selon les sources, les chiffres diffèrent un petit peu, mais on peut avoir jusqu'à 6% de taux d'échec. Ouais, ce qui est énorme quand même. Ce qui est quand même assez énorme. Donc, si on regarde vraiment dans les 3 meilleures contraceptions, la symptothermie fait partie des 3 meilleures contraceptions. Et puis, qui a l'avantage de n'avoir aucun effet secondaire, de ne pas du tout être invasive. Et puis, d'avoir le petit côté en plus de pouvoir aussi nous permettre de mieux connaître notre corps et comprendre notre santé et l'améliorer. Du moment qu'on a cette régularité, oui. Évidemment, il y a toujours le facteur humain, mais voilà, c'est quand même des chiffres très étonnants au final de savoir que c'est dans les 3 meilleures contraceptions. C'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à ça. Je suppose qu'on entend symptothermie, comme tu as dit, en fait, on a peut-être des idées reçues au final avec cette vision du calendrier très mathématique, ou bien que c'est uniquement pour avoir un enfant. Et du coup, c'est pas le seul mythe non plus qu'on a sûrement par rapport à la symptothermie. Est-ce que tu peux un peu peut-être nous parler de ces différents mythes? Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, est-ce que la symptothermie, c'est fait que pour les femmes? Est-ce qu'un homme pourrait venir faire de la symptothermie avec toi, par exemple? Bon, vu que la symptothermie, ça se base sur le cycle menstruel, si c'est un homme qui a un utérus et des cycles et un cycle menstruel, oui, ça serait possible. Mais la condition sine qua non, c'est d'avoir un utérus et d'être menstrué pour faire de la symptothermie en tant que telle, ça c'est sûr. Par contre, typiquement dans les parcours de conception, je trouve toujours intéressant, et la plupart du temps avec mes collègues, on a un peu tout le même fonctionnement, c'est qu'on aime bien qu'il y ait les 2 partenaires dans un parcours conception. Pour une contraception, pas forcément, mais pour la conception, les 2, parce que en fait, l'homme, il va être intéressant pour tout ce qui va toucher à son hygiène de vie, en fait. D'accord. Voilà. Aider pour peut-être les repas ou bien des choses comme ça. Oui, et puis quand on voit que par exemple le couple a des difficultés à avoir un enfant et puis que les cycles de la femme ont l'air plutôt bien, on va peut-être pouvoir se dire ça serait intéressant que monsieur fasse un spermogramme pour qu'on vérifie si son matériel génétique à lui il est bien ou pas. Après voilà, pour l'hygiène de vie, ça va être important d'en parler aux 2. Peut-être que c'est lui qui va devoir faire certains ajustements qu'elle n'a pas besoin de faire, ou vice versa. Donc c'est vrai que pour ça va être intéressant d'avoir les 2, mais pour pratiquer la symptothermie en tant que telle, ça sera vraiment, il faut avoir un cycle et puis un utérus, quoi. D'accord, mais il faut avoir le temps pour faire la symptothermie. On est obligé de prendre du temps dans notre journée, prendre la température, vérifier notre glaire. Combien de temps ça prend? Est-ce qu'une personne qui est très très occupée avec son travail, ou bien qui par exemple part en vacances, ou j'en sais rien, est-ce qu'elle peut faire la symptothermie? Est-ce que ça reste quelque chose d'efficace pour les personnes qui ont des occupations très prenantes? Déjà, je pense que ça serait intéressant, je ne sais pas s'il y a des statistiques qui ont déjà été faites avec ça, mais d'aller discuter avec une personne qui a une auto-école. Je ne pense pas que parmi les élèves conducteurs, il y a une majorité qui soit au chômage ou bien en vacances sur toute la durée de préparation de leur permis. Et puis, je pense que ces écoles, elles ne désemplissent pas, parce que les gens arrivent toujours à trouver du temps pour apprendre à conduire. Et puis, une fois qu'on sait conduire, c'est pratique, on a juste à prendre sa voiture et puis voilà. Donc, j'ai envie de dire que la symptothermie, c'est comme pour passer son permis. Au départ, ça va prendre un petit peu plus de temps, et même ça ne sera pas aussi long qu'un cours d'auto-école. Au départ, ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'il faut apprendre à pratiquer. Mais ensuite, une fois que c'est fait, c'est, 2-3 minutes par jour. Allez, peut-être 5 si on prend sa température plus longtemps, mais c'est moins de 5 minutes par jour à consacrer à la symptothermie en tant que telle. Ouais, donc au final, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est autant
À peine plus que se brosser les dents le soir. C'est ça. Ce qui prend un peu de temps, mais ça prend pas fondamentalement du temps pratique. C'est ce qui va demander un peu plus de temps pour se mettre en place. Ça va être les automatismes. Par exemple, prendre sa température tous les matins. Et encore, on peut trouver des astuces. Alors, le thermomètre à côté de soi, le petit chrono sur son téléphone. Il y a même des thermomètres comme le Time Drop c'est comme un bracelet que tu mets au bras et que tu gardes pendant la nuit. Donc, tu n'as même pas besoin de penser à prendre ta température. Ça va se faire tout seul. C'est peut-être l'automatisme d'observer sa glaire quand on va aux toilettes, qui peut prendre au début un peu plus de temps à se mettre en place. Et là aussi, on peut trouver des petites astuces pour y penser. Mais voilà, mais ça prend vraiment pas de temps. Ce qui prendra un petit peu plus de temps vraiment au départ, ça va être au moment d'interpréter ces observations. Peut-être qu'au départ, au lieu de faire ça en 1 minute, peut-être ça en prendra 10 parce qu'il faut s'y habituer. Et puis c'est pour ça aussi 10 minutes, ça reste quand même très très court. Oui, mais il va quand même falloir le faire. Mais ça, c'est aussi pour ça qu'on fait des suivis avec des personnes formées qui vont nous aider à faire que l'interprétation elle soit de plus en plus rapide. Ouais. Et du coup, voilà, on sait que les hommes peuvent accompagner les hommes ou les femmes peuvent accompagner leurs compagnes dans leur chemin de conception, que les personnes occupées ont tout à fait la possibilité de faire ça. On parlait des cycles irréguliers avant. Est-ce qu'une personne qui a des cycles irréguliers, alors effectivement, ça peut être un autre problème médical qui va entrer en ligne de compte, mais est-ce qu'une personne avec des cycles irréguliers peut quand même bénéficier de la symptothermie autre que de la rediriger en fait vers un autre professionnel ? Oui, tout à fait, parce que de nouveau, il faudra déjà se demander qu'est-ce que c'est un cycle irrégulier pour la personne. Est-ce qu'elle a vraiment un cycle irrégulier ou juste un cycle qui diffère d'1 ou 2 jours selon certains cycles. Donc déjà ça. Ensuite, si les cycles sont irréguliers, une des premières choses qu'on va faire, c'est faire en sorte de les réguler un peu plus. Donc rapidement, je vais proposer des solutions, des choses à mettre en place pour justement que le cycle soit un peu plus régulier, un peu plus harmonieux. Et puis, surtout, par rapport aux règles de la symptothermie, c'est justement idéal pour pouvoir faire face au cycle irrégulier, pour garder la fiabilité, parce que c'est simplement que notre fenêtre de fertilité, elle va varier selon le fonctionnement de notre cycle. Et si, par exemple, on a été malade un cycle, on va peut-être décaler un petit peu la fenêtre de fertilité pour ne pas prendre de risques. Donc, si c'est vraiment faisable après... Typiquement, dans le cas, de la périménopause, quand les cycles commencent vraiment à se déconstruire, on peut des fois avoir des phases de fertilité qui vont être très longues. Oui. Donc, c'est pas la fiabilité, elle reste. Mais c'est vrai que pour la personne qui se dit « Ah moi, j'aimerais bien de temps en temps pouvoir me passer du préservatif », ça peut être un petit peu contraignant. Donc, c'est vrai que dans un cas comme ça, par exemple, peut-être que si on voit que la personne, ça la démotive, on va lui proposer d'avoir une autre contraception, non hormonale bien sûr, mais une autre contraception, et puis d'utiliser la symptothermie plutôt comme quelque chose pour la santé, pour comprendre ce qui se passe dans son corps, puis pour pouvoir, parce que souvent à la pré-périménopause, on a pas mal de symptômes, pas mal de choses désagréables, donc on va pouvoir proposer plutôt d'utiliser ça comme un outil de santé. Voilà, ça c'est un cas comme ça. Après, je sais qu'on en parlait une fois en cours, qu'une personne qui aurait de l'endométriose, mais vraiment à un stade super avancé avec une inflammation de dingue, et puis qu'on voit que les cycles, mais c'est trop compliqué à les lire, etc. Pareil, peut-être qu'on suggérera une autre contraception. Mais ça, c'est des cas qui sont... extrêmes au final. Ouais, puis c'est des cas qui sont, à part les personnes en pré-périménopause, ça forcément, il y en a beaucoup, mais pas forcément beaucoup qui font de la symptothermie. Mais sinon, c'est vraiment des cas extrêmes et on va aller vraiment au cas par cas. Mais pareil, une personne qui a de l'endométriose, elle peut tout à fait faire de la symptothermie, sauf si vraiment on voit que finalement, ça va trop lui prendre la tête. Mais de nouveau, ça sera du cas par cas. Mais globalement, la symptothermie s'adapte à tous les profils, oui. Même les adolescents, parce que là, on parle de périménopause, on parle d'endométriose, mais les adolescents aussi, au début, leurs cycles sont très irréguliers, sont peut-être très peu douloureux au départ, deviennent très douloureux par la suite. Est-ce que pour eux aussi, ça peut être un bénéfice au final de faire de la symptothermie alors que leur cycle n'est pas forcément régulier au départ, ou bien il y a peut-être des problématiques qui vont jaillir du moment que le cycle se met gentiment en place. Oui, alors là, ce qui est un petit peu plus délicat quand on va parler des adolescents, c'est que justement, il y a ce côté au début, le cycle est très irrégulier.
Donc, c'est pas forcément facile d'avoir des différentes phases qui soient bien équilibrées, bien claires, etc. Puis après, il y a aussi la maturité qui va entrer en jeu là-dedans. C'est vrai que, comme on disait avant, la symptothermie, ça prend pas beaucoup de temps. C'est pas compliqué une fois qu'on a compris, mais ça va demander quand même une certaine rigueur et puis un certain investissement. Et puis, c'est vrai qu'en termes de contraception, on recommande pas forcément, sauf de nouveaux cas spéciaux, mais on va éviter de recommander la symptothermie comme contraception avant 18-20 ans. Et que le cycle soit bien établi. Et puis d'être sûr que la jeune fille, elle a vraiment envie de s'investir. Après, au niveau de la maturité, moi, je trouve qu'on doit un petit peu se méfier aussi parce qu'il y a des adolescents qui sont très matures. Et puis, je trouve aujourd'hui que beaucoup d'ados ont une autre conscience de leur corps, ont d'autres envies, ont envie de prendre au sérieux certaines choses. Donc, je pense que s'arrêter juste à la maturité, ce serait une erreur et ce serait pas très respectueux pour les adolescents. Mais comme tout, ça se discute, ça se propose. Je trouve que c'est important aux adolescents de leur expliquer tout ce qui existe. Par contre, donc la symptothermie en tant que telle, surtout en termes de contraception, on ne va pas forcément la recommander trop vite, mais d'apprendre déjà, d'enseigner le fonctionnement du cycle à une ado, même déjà, ou à un ado, même déjà avant que les règles arrivent, donc déjà vers 9-10 ans, c'est très, très, très pertinent et ça devrait se faire de génération en génération et pas juste par des formatrices, à mon sens. Mais ça sera très pertinent pour que dès le départ, les jeunes filles elles aient conscience de ce qui va se passer dans leur corps. Ce qui peut être très perturbant quand on ne sait pas ce qui se passe et qu'on ne comprend pas du coup ce qui nous arrive. Exactement. Et puis après, la symptothermie, on a un outil d'observation qui est très particulier et qui sert vraiment à faire la symptothermie en tant que telle. Mais c'est tout à fait possible pour les jeunes filles d'avoir un petit cahier où elles vont prendre des notes de comment elles se sentent. Elles le numérotent du début à la fin du cycle. Et puis chaque jour, comment je me suis sentie, comment était ma faim, comment était ma fatigue. Est-ce que j'ai eu des douleurs, pas de douleurs? Est-ce que j'étais plus à regarder les garçons ou moins? Est-ce que je me suis plus mise en colère ou pas? Et puis là, il y a deux, trois outils qui existent, des choses très simples. Après, ce qui serait aussi un très bon outil d'exercice en français, du coup. En plus, voilà. Les profs, si jamais vous savez proposer ça à vos élèves, les profs de français, ça sera très bien. Voilà, non, mais voilà, après, il y a la possibilité de décorer, d'avoir quelque chose de type bullet journal ou bien juste les notes dans le téléphone. Et ça, je pense que c'est une adolescente, elle peut le faire dès très jeune. Et plus, je pense, plus une jeune femme, elle va apprendre jeune à observer son cycle, plus ça va lui servir après. Et peut-être que plus tard, elle aura envie de faire vraiment la symptothermie comme contraception, mais elle aura au moins déjà appris à connaître son cycle. Et puis comme souvent les jeunes filles à la puberté, elles ont différentes problématiques, des douleurs, etc. Déjà de comprendre assez vite qu'est-ce qui se passe, quand, et puis que c'est pas normal d'avoir trop mal, d'être trop de mauvaise humeur, d'avoir trop faim, etc. Déjà adolescente, elle va pouvoir aller voir différents spécialistes qui vont pouvoir lui donner des outils pour aller mieux. Oui, et au moins se poser des questions, de savoir ce qui se passe avec elle et qu'au final, c'est normal, mais qu'il y a des choses pour aider à ce niveau-là. Mais ça va passer. Je pense que c'est important aussi, comme je disais, le côté transmission génération en génération, parce que si tu vas... Je sais pas, je me dis que si tu vas voir une formatrice que tu connais pas et qui vient dire « Ah, c'est génial d'observer ton cycle, observe ton cycle », ouais, je sais pas trop. Mais si c'est ta mère ou ta tante ou ta sœur qui observe ces cycles naturellement et qui limite t'en parle un peu, tu sais, comme ça, parce que c'est quelque chose du quotidien. Ça fait du mimétisme au final, c'est quelque chose de normal. Oui, et tu dis, si les femmes autour de moi, elles le font, c'est que ça doit être bien. Puis ça devient un automatisme, quelque chose dont on parle depuis petite, dont on te sensibilise depuis petite. Et je pense que l'impact est d'autant plus grand que d'aller voir une formatrice. Mais aujourd'hui, on est un peu obligé de passer par des de toute façon, c'est une formation à long terme. Donc voilà, ça commence par cette génération-là qui au final va transmettre à la suivante, etc. Il faut bien commencer quelque part. C'est ça, oui. Et au-delà, alors on a parlé des personnes qui étaient en ménopause ou en préménopause, des personnes qui étaient occupées, des cycles irréguliers, des adolescents, mais on a oublié de parler peut-être d'une catégorie, si je peux dire ça comme ça, de personnes, c'est les femmes qui viennent d'accoucher. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est très différent. Une fois qu'une femme a accouché, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant l'accouchement, même après l'accouchement. Est-ce que la symptothermie peut aider les femmes enceintes, pas les femmes enceintes, mais les femmes qui ont accouché, donc qui allaitent encore, à les aider à retrouver un cycle, parce qu'on sait qu'après l'accouchement, le cycle n'est pas forcément régulier ou ne revient pas forcément tout de suite?
Alors déjà, dans la symptothermie, quand on va accompagner une femme qui a eu un bébé, alors l'idéal c'est que la maman elle se pose des questions sur sa fertilité avant d'avoir accouché, dans une période où elle a la tête encore un peu disponible pour ça, parce que nous ce par quoi on va passer, c'est qu'on va déjà demander à la maman si elle prévoit d'allaiter ou pas. Parce qu'en fait, un allaitement vraiment exclusif, à la demande, fréquent, etc., ça va. Alors, pas toujours. Donc, après, il y a 2-3 petites règles à tenir en compte, mais ça va très souvent prolonger en fait la période d'infertilité, si je peux dire. Donc déjà, selon si la personne elle va allaiter ou pas allaiter, on va déjà pouvoir lui donner des indications sur à quel moment elle va redevenir vraiment fertile. Il y a ça. Et puis après, oui, une femme qui a eu un bébé, elle peut tout à fait recommencer à s'observer tout de suite après l'accouchement. Qui peut l'aider à savoir si elle est fertile très vite, c'est ça, ou au contraire pas, et à quel point il faut se protéger, à part si elle veut de nouveau un enfant tout de suite après, évidemment. Mais... C'est ça. Et ce qui va être intéressant, c'est que typiquement, après un accouchement, on va au début s'intéresser, on va au début peut-être plus faire du Billings, où on va plus commencer à observer la glaire cervicale, parce que souvent, le retour de couche, il peut prendre beaucoup de temps. J'ai une collègue qui a eu un bébé qu'elle a allaité, elle a eu son retour de couche 1 année après l'accouchement. Ah oui, c'est long. Voilà. Mais donc, du coup, par contre, elle a pu commencer elle a observé de la glaire plus vite. Et puis, elle pouvait déjà commencer à observer sa glaire, les variations de sa glaire, et ça vient déjà donner des indices sur si on est dans une phase fertile ou pas. Voilà, après, ça peut être des fois un petit peu contraignant parce qu'on peut avoir des grandes phases de fertilité, puis tout d'un coup 2 jours où on n'est pas fertile, entre guillemets, puis hop, puis pouf, pouf. Et puis par contre, dès qu'il y a un retour de couche, de toute façon, on peut recommencer à prendre sa température. Et même des fois, avant le retour de couche, on peut commencer à reprendre sa température pour voir si est-ce qu'on ovule ou pas. Parce que la glaire, ça ne va pas vraiment venir nous dire si on ovule. Par contre, la température, oui, parce que dès qu'elle commence à augmenter significativement sur plusieurs jours d'affilée, on peut considérer qu'il y a eu une ovulation. D'accord. Donc voilà, en fait, c'est pour toutes les femmes, c'est pour tous les cycles. Voilà. Et il me semble que tu avais dit qu'on prenait la température le matin, c'est ça ? Oui. Mais du coup, si, par exemple, moi, je travaille de nuit et puis que j'arrive chez moi à, je sais pas, à 4 heures du matin parce que je suis infirmière, j'ai fait une garde de nuit et puis que je vais m'endormir, en fait, je vais pas attendre le matin... physique, on va dire, avec le soleil qui se lève, parce que mon matin, à moi, est peut-être à 14 heures, parce que j'ai des horaires irréguliers. Comment est-ce qu'on peut gérer la symptothermie avec des horaires irréguliers en travaillant de nuit ou juste de manière très décalée dans la semaine ? Alors, bon, déjà, bien sûr, on ne prendra pas sa température en rentrant du travail parce que ça ne sert à rien. Mais on a aussi une règle pour les personnes qui travaillent de nuit parce que les personnes qui travaillent de nuit, malgré tout, elles ont une certaine régularité. Donc, il y a les jours où elles travaillaient pas de nuit, puis du coup, elles se sont couchées plus ou moins à cette heure-là, puis levées plus ou moins à cette heure-là. Et puis, quand elles ont le travail de nuit, elles vont avoir une autre tranche assez spécifique. Donc, on a quand même une espèce de régularité par rapport à tous les jours où elle a travaillé de nuit, puis tous les jours où elle n'a pas travaillé de nuit. D'accord. Et puis donc, du coup, ce qu'elle va faire, cette personne, c'est qu'elle prendra toujours sa température au réveil quand même. Et puis, moi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails là, mais après, on va ajuster les températures qui ont été prises après nuit, avec du coup un coucher et un lever plus tardif et décalé. On va prendre ces températures-là et on va les ajuster avec un petit calcul très simple. On va les ajuster pour qu'on puisse les mettre en parallèle avec les températures qui ont été prises avec des horaires de sommeil standards. Et donc, en fait, la symptothermie couvre toutes les personnes, toutes les situations. Oui. Voilà. C'est vraiment ce qui a été au fil du temps par rapport aux différents spécialistes, aux différentes écoles qui se sont intéressées à la méthode. Le but, ça a été vraiment vu que c'est une méthode qui est vraiment bénéfique pour la personne, le but, c'était d'en faire quelque chose qui soit le plus accessible à tout le monde, en fait. À tout le monde, mais à tout le monde qui est sans contraceptif ? Ou alors est-ce que, je passe à une autre question, mais qui est très très intéressante, est-ce qu'une personne qui est sous contraceptif, pilule, stérilée par exemple, stérile hormonale ou en cuivre, est-ce qu'elle pourrait faire de la symptothermie ? Donc quel but elle pourrait utiliser cette symptothermie, sachant que du coup son cycle en fait il est un peu artificiel au final, surtout avec les contraceptions hormonales. Alors, déjà, il faut bien différencier justement les contraceptions hormonales avec les contraceptions non hormonales. Par exemple, le stérilet au cuivre, c'est une contraception non hormonale. Les contraceptions non hormonales, elles ne vont pas venir impacter le cycle. Donc, tu auras quand même un cycle
plus ou moins standard. Donc en fait, là, ça change rien. Donc là, tu peux pratiquer la symptothermie, pas de souci. Voilà. Ouais. Après, le stérilet au cuivre, je sais que parfois, comme le stérilet au cuivre, il va créer une inflammation quand même de l'endomètre, parfois, ça peut impacter un petit peu la qualité de la glaire. D'accord. Mais comme il y a la température à côté, ça permet d'équilibrer dans la symptothermie. On peut quand même, avec un stérilet, on va quand même pouvoir mettre en place des petites stratégies pour améliorer la qualité de la glaire. Mais c'est quelque chose qui ça peut arriver. Et puis, il ne faut pas être surpris si tout d'un coup la glaire est un peu plus difficile à observer. Après, dès qu'on a une contraception hormonale, ça va être vraiment difficile d'utiliser la symptothermie en tant que telle. Donc, vraiment, si on prend la symptothermie, c'est observation de la glaire, du col, de la température, et puis interprétation par rapport à ça, vraiment la symptothermie en tant que telle. Parce que, justement, les hormones de synthèse, elles vont venir perturber l'ovulation. En fait, on n'aura plus des cycles déjà qui seront vraiment naturels. Ils sont beaucoup induits par ces hormones artificielles qu'on injecte. Et puis, la plupart du temps, ces contraceptions hormonales, elles vont venir bloquer l'ovulation. Donc, par exemple, dans le cas d'une contraception, il n'y aurait qu'un progestatif. C'est comme si le corps était bloqué en phase post-ovulatoire tout le temps. Je dis, c'est très schématique, mais c'est comme s'il était tout le temps bloqué là, donc il n'y a jamais d'ovulation, parce que c'est comme si on était toujours après. Et puis dans le cas d'une contraception où on a des œstrogènes de synthèse et un progestatif, on va avoir quand même un peu les œstrogènes qui vont venir stimuler les ovaires, stimuler l'endomètre, etc., mais jamais suffisamment pour qu'il y ait le message LH qui arrive, enfin la communication avec l'hypophyse, elle est coupée, donc on ne va jamais arriver à l'ovulation. D'accord. Après, je sais qu'il y a certains, mais ça dépend de la marque, ça dépend du dosage et ça dépend du type d'hormones de synthèse. Parfois, il peut arriver que l'ovulation ne soit pas bloquée. Mais c'est même pas systématique, donc je peux même pas dire si je prends celui-ci, j'aurai toujours une ovulation. Donc, pour pratiquer la symptothermie en tant que telle, c'est sûr que ça va pas être possible s'il y a des hormones. Par contre, rien n'empêche d'observer, parce qu'en fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'il n'y a pas que le cycle menstruel qui est un cycle dans notre vie. On a les cycles du sommeil, on a les saisons, on peut dire ce qu'on veut, mais on est toujours bien impacté par les saisons, même des fois la lune, même des fois il y a des gens qui sont impactés par la lune. Il y a le rythme de vie, tu vois, je pense que tu as pu le remarquer avec tes études, selon quand tu es dans des phases d'examen, quand tu es dans des phases de vacances, ton corps il n'est pas pareil, ton humeur n'est pas pareille. Et, le stress. Voilà, c'est ça. Et puis après, il y a des personnes qui ont des pathologies X ou Y qui se manifestent de certaines façons. Donc même si tu es sous pilule ou sous contraception hormonale, si tu as envie d'apprendre à connaître ton corps, ça va être tout à fait possible. Pareil, un bullet journal, des notes, et puis je sais pas, t'estimes un cycle qui va durer tant de jours. Typiquement, les personnes qui ont, je sais pas, un œstroprogestatif et tu sais, qui doivent arrêter leur pilule tous les temps de temps pour laisser venir les saignements. Oui. Typiquement, elles peuvent se dire, j'ai plus ou moins un cycle, là. Et puis, pareil, je regarde comment je me sens, mon humeur, ma fatigue, ma faim. Si je change de contraception, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué ? Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi. Est-ce que ça peut permettre, la symptothermie, de remarquer si la contraception qu'on utilise nous convient réellement au-delà, parce qu'effectivement, des fois, quand on utilise une contraception, on se rend compte que on prend beaucoup de poids, on a beaucoup plus d'acné, donc on se rend compte que ça ne nous correspond pas forcément. Mais des fois, c'est plus subtil. Est-ce que le fait d'utiliser la symptothermie, ça peut permettre de se dire, bon, peut-être qu'au final, c'est pas la contraception qui me convient, il faudrait que je la change, il faudrait que j'aille creuser. Est-ce que ça peut permettre peut-être aussi de rééquilibrer d'autres hormones, en rééquilibrant peut-être la façon de se nourrir, en rééquilibrant peut-être le sommeil ou d'autres choses aussi par rapport à ça ? Oui, mais ça. Alors, du coup, je parlerai pas de symptothermie, mais je parlerai plutôt d'observation du corps à ce moment-là. D'accord, on sort un petit peu du cadre. Non, je dis ça parce qu'il y a des fois des personnes qui disent « je fais de la symptothermie, puis j'ai été enceinte et tout ça », puis en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'elles ne faisaient pas vraiment de la symptothermie. Donc, je trouve que symptothermie, il faut vraiment l'utiliser si on pratique vraiment dans les règles de l'art. Sinon, on va plutôt parler d'observation du corps. Et oui, typiquement, si on change de contraception, ça peut être intéressant de voir est-ce qu'il y a des changements dans son corps. Effectivement, si on a tendance à être fatigué, ballonné, etc., se dire « bon, ok, je vais faire des petits changements dans mon hygiène de vie, puis je le note, puis je regarde si ça a changé. » Oui, ça, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que, là, de nouveau, on peut pratiquer l'observation du corps, puis du cycle, selon certaines conditions, mais l'observation du corps dès la puberté et même une fois ménopausée, parce que même quand on n'a plus de cycle, on a quand même, comme je t'ai dit avant, tous ces autres cycles de la vie qu'on peut tout à fait aussi observer sur le support qui nous convient. Et voilà, ça reste bénéfique pour notre compréhension de nous-mêmes. Donc, au final, on peut aller voir
une symptothérapeute ou un symptothérapeute, peu importe notre situation, peu importe si on est sous contraceptif ou non, si on est ménopausé ou non, ça a de toute façon quelque chose de bénéfique, ça a quelque chose de bénéfique à nous apporter au final, avec une méthode qui est somme toute très simple, parce que c'est juste prendre sa température, observer sa glaire, et voilà, c'est un apprentissage, mais c'est une habitude qui se met en place au final. Mmh. Oui, après, bon, de toute façon, si une personne, elle vient me voir pour un suivi, puis que c'est une personne qui est ménopausée, par exemple, eh bien moi, je vais tout de suite, selon sa situation, lui dire moi je peux vous apporter quelque chose, ou bien au contraire c'est pas ma place. Après c'est vrai que moi j'ai envie de me former en nutrition, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Donc un jour une personne qui n'a pas de cycle, je pourrais sûrement lui dire oui, vous pouvez venir chez moi, je peux vous aider pour certaines choses. Aujourd'hui une personne qui serait ménopausée, qui viendrait vers moi, je serais quand même un petit peu plus empruntée. Voilà, une personne, une jeune fille, une jeune adolescente, c'est encore différent, parce que comme son cycle est en train de se construire au niveau de l'hygiène de vie, puis juste d'apprendre à connaître ce qui se passe dans son corps, là je vais déjà pouvoir faire pas mal de choses, mais voilà, mais c'est vrai qu'on peut quand même agir sur différents points qui sont intéressants. Après ça dépendra de nouveau si je me sens à l'aise pour accompagner la personne, sinon je la réfère vers quelqu'un d'autre, ça c'est évident. Donc en fait la symptothermie, elle, au-delà de comprendre et de savoir gérer son cycle, ça peut aider aussi à justement identifier différents problèmes de santé, ou alors est-ce que voilà, tu vas plutôt rester sur la réserve en renvoyant vraiment vers ces autres professionnels? Franchement, ça va dépendre. Ça va dépendre. Je te donne un exemple. La semaine dernière, j'ai reçu un couple qui était en désir d'enfant, et au téléphone, la personne me dit voilà, 10 ans d'essai, plusieurs filles. Enfin voilà, je l'écoutais et je me suis dit gloups, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et en fait, j'ai été transparente tout de suite. J'ai été très honnête. Je dis par contre, si vous voulez, on peut faire une séance de bilan, comme ça on regarde ce qui a été fait, ce qui pourrait être encore fait, mais je pense pas que je pourrais vous accompagner ensuite parce que je n'ai pas encore les compétences pour ça. Et ben j'ai passé 15 heures à préparer la séance, j'ai exploré plein de trucs, etc. parce que j'avais vraiment envie que cette séance elle serve à quelque chose. Et puis on a eu la séance, il y a 2-3 petites choses qui sont ressorties, et après j'aurais dit par contre pour la suite, moi je me sens pas dans votre situation, je me sens pas outillée pour vous aider, je veux pas faire de bêtises ou vous faire perdre du temps, donc je les ai renvoyés ailleurs. Ça va vraiment dépendre de la personne. Et puis après, si tu veux, dans toutes les formatrices qu'on est, on a toutes des compétences différentes. Il y a par exemple des formatrices qui sont carrément naturopathes ou ostéopathes ou nutritionnistes, et qui du coup amènent d'autres compétences et connaisses aussi. Voilà, et puis après c'est la curiosité personnelle. Moi je sais par exemple que je peux pas à la moindre question dire oups, désolée, je sais pas répondre. Donc je vais aussi me renseigner, me former, apprendre, lire beaucoup. Donc je pense qu'après c'est une profession qui t'oblige à tout le temps te remettre en question, si tu veux pas être juste la personne qui va pouvoir te parler des règles de la symptothermie, mais pouvoir vraiment servir à quelque chose en plus. Après ça va passer par d'autres formations. Puis quand on ne sait pas, ou si ça touche de la mécanique, moi je ne suis pas du tout formée ni spécialisée là-dedans. Alors oui, je renvoie vers d'autres gens. Et puis un de mes objectifs cette année, justement, ça a été de me faire un joli petit carnet d'adresses de personnes que je suis souvent allée expérimenter moi-même. Pour être sûre de pouvoir les envoyer chez des bonnes personnes. Pour être sûre que c'était bien, voilà, parce que j'ai eu de la chance d'avoir suffisamment de problématiques pour pouvoir faire plein de tests. Et du coup, j'ai sous le coude plusieurs personnes que je sais que je connais, qui sont vraiment très très bien, vers qui je peux renvoyer mes clients si je me sens pas assez outillée. Ouais, donc c'est vraiment au final des liens avec d'autres professionnels, des liens aussi, je pense avec les clients que tu reçois, avec les personnes qui viennent te voir, parce qu'au final la symptothermie, c'est toi qui en est l'outil principal, qui présente, qui aide à mettre en place. Bon, au final, la plus grande partie du travail, si je peux me permettre, c'est la personne en fait qui va mettre ça dans sa vie quotidienne. Mais alors, comment elle va mettre ça, comment elle va intégrer la symptothermie dans sa vie quotidienne? Quelles sont les compétences qu'elle doit développer? Voilà, on a dit tout au long de ce podcast que c'était quelque chose de très simple à mettre en place. Mais comment on le met en place concrètement? Alors, au niveau des compétences, je pense que si la personne est capable de faire des arrondis puis de compter de 1 à 6, elle est déjà bien partie pour réussir à faire la symptothermie. Donc, il faut avoir plus de 3-4 ans, c'est ça? C'est ça. Non, mais voilà, non, c'est pas pour rigoler, parce que ça demande quand même une petite mise en place. Hein. Et justement, oui, c'est facile, mais j'insiste sur le fait que c'est facile et efficace si on pose les bonnes bases tout de suite. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. Et je l'ai expérimenté moi-même, donc c'est pas juste pour faire venir
des gens chez moi. Hein. Mais quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai fait juste une séance d'initiation. Après, comme j'étais célibataire, je me suis dit, allez, je me débrouille. Et puis, quand j'ai commencé ma formation, j'ai été obligée de refaire un suivi. Parce que j'avais pas fait un vrai suivi, j'avais fait qu'une initiation, j'étais obligée de faire un vrai suivi et ma formatrice m'a dit tu verras, il y a plein de trucs que tu auras pas compris. J'étais là ouais c'est bon. Et en fait dès la première séance, je me suis dit oh mon Dieu mais je suis passée à côté de tellement de trucs. Je suis perdue. Non mais aidez-moi. Non mais c'est ça parce qu'en fait à l'initiation il y a tellement d'informations que tu peux pas tout retenir. Puis après on a chacun un cycle qui est bien spécifique donc il faut apprendre aussi à observer le sien. Enfin j'étais passée à côté d'un tas de trucs et je me suis dit voilà je pense que c'est vraiment important de se faire accompagner. Ça dure pas 3 ans, hein, l'accompagnement, c'est sur quelques cycles. Mais je pense que c'est vraiment important. Et puis après, pour mettre ça en place, ce qui est important, c'est d'investir dans un thermomètre. Un thermomètre qui a 2 décimales. Donc ça coûte pas très cher. On trouve en pharmacie. Ou qu'on peut commander. Il y a le cyclotest qui est pas mal. Et puis c'est une 20aine de francs, donc c'est pas très cher. C'est très accessible au final. Voilà, à la limite, un time drop si on n'aime pas prendre sa température. Mais ça, par contre, c'est plusieurs centaines de francs. Donc ça, c'est un autre investissement. Donc ça, c'est important d'avoir ça. Et puis ensuite, d'avoir un support pour noter ses observations. Donc chez Den Fertilité, on a un cyclographe papier, une application qui a été développée aussi. Mais au départ, commencer sur le papier, c'est pas mal parce qu'on a vraiment comme ça le même vocabulaire, le même format, etc. Donc c'est quelque chose que toi, tu fournis en général dans tes consultations. Ouais. Oui, bien sûr. Et puis voilà, c'est le matériel vraiment de base qu'il faut. Et puis des toilettes où aller de temps en temps. Je crois qu'on en a tous chez nous, heureusement. Donc ça va. Et puis après, c'est juste des habitudes à prendre. Donc apprendre à prendre sa température tous les matins. Mais là, j'ai des petites astuces à proposer pour y penser, pour que ce soit bien fait. Observer sa glaire quand on va aux toilettes. Et puis après, le soir, noter ses observations sur le papier. Ou après, si on a une application, on peut le faire au fur et à mesure. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Mais au départ, c'est quand même mieux un papier. Sur papier. Enfin, en tout cas, nous, on conseille plutôt sur papier. Et puis voilà, à mettre en place, c'est pas tellement plus compliqué que ça. Après, voilà, il y a quelques règles à connaître, surtout pour l'interprétation après, que j'enseigne avec des exercices et en travaillant directement sur les cycles. Et puis, bien sûr, les personnes, elles reçoivent toujours un petit document de résumé parce qu'au départ, on n'a pas tout dans la tête. Et puis, après, on n'en a même plus besoin. Enfin, moi, j'utilise plus du tout ni feuille, ni schéma, ni rien. Et donc c'est vraiment des habitudes à prendre et puis voilà. Mais alors après c'est vrai, tu parles d'écrire sur papier. Je pense qu'effectivement le fait d'écrire, ça permet d'avoir peut-être une autre vision. Mais tu parlais qu'il y avait des applications au téléphone sur lesquelles on pouvait noter justement nos observations par rapport à la symptothermie. Est-ce qu'il y a des applications de téléphone qui sont bien, ou est-ce que pour toi, il n'y en a pas une seule qui vaut mieux que l'autre? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Par exemple, des personnes qui, au final, n'ont pas envie de prendre le temps d'écrire, n'aiment peut-être pas ça. Oui, alors c'est vrai que ça paraît assez évident que si on veut avoir un maximum de femmes qui adhèrent à ça, on doit vivre avec son temps. Et c'est vrai que le papier, ça peut être une contrainte pour certaines personnes. C'est pour ça que nous, on recommande le papier pour commencer. Mais après, évidemment, si les personnes, elles peuvent prendre leurs notes sur leur téléphone, c'est plus pratique. Et puis, parfois, il y a des personnes pour qui le papier, même dès le départ, c'est vraiment pas possible. Donc après, on essaye de s'adapter. Au niveau des applications, il y en a pas beaucoup qui sont vraiment bien. Souvent, le problème quelques-unes. Souvent, le problème de ces applications, c'est qu'elles font il y a un algorithme qui calcule, etc. Sauf qu'encore une fois, le corps, il est plus complexe qu'un algorithme. Et quand on a des applications qui font l'interprétation, on prend le risque que ce soit pas fiable. Ouais. Donc, ce qu'il faut, c'est privilégier des applications qui ne font pas l'interprétation, où c'est à nous de faire le travail final. Ça va juste être, on va dire, le confort d'avoir sur le téléphone, pas besoin d'avoir un papier. Le téléphone, on a toujours avec soi. Si on part en vacances, on a le téléphone avec soi. Enfin, voilà. Mais après, l'interprétation, de le faire nous-mêmes. Il y a justement des applications où on peut faire l'interprétation sur l'application, mais c'est à nous de réfléchir. Et puis, dans ces applications, il y a par exemple Moonly qui est pas mal. Après, Moonly, il faut faire attention parce qu'on peut avoir le mode interprétation automatique. Donc, on peut tomber un peu dans ce travers. Il faut faire attention avec ça. Et puis après, sinon, justement, une application que moi j'utilise qui s'appelle Read Your Body et qui a été très bien pensée pour en fait intégrer dans l'application, si tu veux, tous
tous les symboles et les supports de plusieurs écoles de symptothermie. Donc, sur mon application, je peux avoir l'interface Eden Fertilité, où du coup, je vais avoir les mêmes symboles qu'Eden Fertilité, la même organisation, la même image, plus ou moins, parce que ça reste une application, donc ce ne sera pas tout à fait pareil, mais qu'Eden Fertilité. Et du coup, la personne, elle fait du Eden Fertilité, mais simplement sur son téléphone, au lieu de faire sur le papier. Donc, je suis en train de la tester. Après, je pense qu'il y a une ou deux choses que je n'ai pas dû encore configurer correctement, parce qu'il me semble qu'il me manque des trucs, mais c'est encore à explorer. Mais ça, typiquement, ça sera une bonne application qui nous oblige aussi à faire le travail nous-mêmes. Je pense que ce qui serait intéressant peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est peut-être mettre après dans le lien en description peut-être les noms des applications pour les personnes qui seraient intéressées. Ça peut être bien. Et du coup, voilà, application, téléphone, on fait nous-mêmes. Mais en fait, j'aimerais revenir à toi, dans tes consultations. Comment est-ce que toi, tu mènes tes accompagnements? Comment est-ce que tu vas aborder les personnes avec leurs différentes problématiques, avec leurs différents besoins quand ils viennent te voir? Parce que c'est quelque chose de très important au final, d'aller voir quelqu'un en qui on a confiance et qui nous accompagne en fait d'une manière qui nous correspond. Oui, alors j'ai une ligne de base pour l'instant, mais que je suis encore en train de construire parce que je teste des choses, puis ça me convient pas. Mais globalement, on commence par une séance de 2 heures, c'est la plus longue en général. Une séance de 2 heures qui s'appelle une séance d'initiation. Et puis là, je vais faire l'anamnèse de la personne qui vient me voir ou du couple s'ils sont venus à 2. Ensuite, je vais leur présenter le fonctionnement du cycle menstruel. Avec un peu ce que j'ai expliqué avant, mais en plus détaillé, puis avec des images et tout ça. Et puis ensuite, dès la première initiation, enfin l'initiation en fait, je vais aussi présenter les règles d'observation de la symptothermie. Comment on observe sa glaire, comment on observe sa température, et puis comment on note ça sur son cyclographe. C'est un peu la partie la plus importante. Voilà, de toute façon, est-ce que la personne, dès qu'elle a ses prochaines règles, bim, elle peut commencer tout de suite. Voilà. Et puis ensuite, le reste du suivi, ça va dépendre de la personne. Donc, idéalement, il y aura encore, en tout cas, je pense même souvent 2 séances après, où du coup, on va reprendre les observations. Je vais vérifier si la personne, elle a réussi à s'observer, si elle a bien compris ce qu'il fallait faire, etc. Et puis ensuite, on va introduire les règles d'interprétation pour finalement comment j'ouvre et comment je ferme ma fenêtre de fertilité. Et ça, je sais que j'ai des collègues qui le font en une séance, d'autres qui font sur plusieurs, parce que c'est vrai que ça peut faire beaucoup d'informations. De nouveau, c'est pas très compliqué, mais ça fait vite beaucoup d'informations. Oui, forcément, de 2 heures, voilà. Effectivement, d'avoir de nouvelles informations, ça peut être effectivement Donc, pas mal. Ça va être une séance qui va faire entre 1 heure et 1 heure et demie. Puis souvent, c'est vrai que je vais pas tout voir la première séance. On va faire une première séance, on va voir une partie des règles, il y en a 3. Entre 3 et 4, ça dépend comment on les considère. Mais je vais en voir une partie la première fois, puis on verra la suite la deuxième fois. Puis des fois, je donne la théorie à la personne, puis je dis, si vous avez envie d'essayer, c'est pas très compliqué. Si vous avez envie d'essayer de lire, de comprendre, et puis de faire vous-même, et puis on vérifie la fois suivante. Et puis après, l'idée, c'est qu'une fois que ces règles, elles ont toutes été introduites, la personne, elle va revenir me voir le nombre de fois qu'elle a envie. Ça peut être 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois. Certaines personnes, elles ont besoin de faire ça sur 6 cycles. Et puis avec leur cyclographe complété, etc. Et moi, je vais le corriger avec elles, leur donner des petites astuces. Et après, on peut aussi prendre du temps si elles ont envie pour une partie plus holistique où on va parler justement de l'équilibre de leur cycle. S'il y a des choses qui ressortent, je vais leur donner des conseils ou les orienter ailleurs. Et voilà. Au niveau de la durée, ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Mais une fois qu'on est bien lancé, quand c'est de la correction de cycle, ça peut être une petite visio, ça peut être une demi-heure de consultation. Après, ça peut être beaucoup plus court. Ouais, donc en fait, ça dépendra vraiment de la personne, de ce dont elle a besoin et de ce qu'elle demande aussi au final. Oui, c'est ça. Mais par visio et puis par téléphone aussi, je suppose, ça peut être intéressant. C'est vrai que pour les personnes qui ont moins le temps, c'est vraiment assez intéressant. Et justement, tu parlais, on a parlé plusieurs fois de renvoyer vers d'autres personnes. C'est aussi la base de tes vidéos. Pourquoi est-ce que tu as voulu lancer, le podcast plutôt, pourquoi tu as voulu lancer ce podcast? Alors en fait, j'aimerais juste parler ça de quelques exemples. Par exemple, qu'est-ce qui différencie la symptothermie de la médecine allopathique, par exemple? Et peut-être juste nous expliquer aussi ce que c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Oui,
c'est deux. Enfin, la symptothermie, c'est pas une médecine déjà, tout simplement. Ça fait déjà une grosse différence, effectivement. Ouais, c'est pas une médecine déjà, mais par contre, comme j'ai expliqué avant, la symptothermie, on va pouvoir vraiment l'utiliser en collaboration avec différents types de professionnels de la santé, que ce soit des professionnels de santé plus de la médecine plus moderne, on va dire, comme des gynécologues, comme un médecin généraliste, etc. Et on va pouvoir utiliser la symptothermie avec ça, tout comme on va pouvoir l'utiliser avec de la naturopathie, de la nutrition, etc. Le but de la symptothermie, ça va vraiment être de permettre à la personne de mieux se connaître, puis que quand elle va voir un autre professionnel, elle peut dire moi j'ai remarqué que mon corps il fonctionne comme ça, qu'à tel moment il se passe ça, j'ai déjà peut-être testé des choses, j'ai testé ça a eu tel impact ou ça n'a pas eu d'impact, pour ensuite gagner du temps. Voilà, donc je pense que la symptothermie, ça peut vraiment être quelque chose de très complémentaire et vraiment en fait un outil aussi pour les professionnels de santé, pour les gynécologues qui pour l'instant ne sont pas forcément très très réceptifs à ça, à part un ou deux, mais ça va changer. Et puis si on considère qu'aujourd'hui la symptothermie est considérée par certains scientifiques comme le 5e signe vital, le cycle menstruel comme le 5e signe vital, je me dis même que n'importe quel médecin, n'importe quel professionnel de santé devrait prendre en compte le cycle menstruel de sa patiente dans un accompagnement. D'accord. Et du coup, dans ces vidéos, en fait, tu as parlé justement réflexologie, tu as parlé d'endométriose, etc. Alors du coup, qui est-ce que tu vas interroger précisément, qui est-ce que tu prévois de nous présenter en fait pour ces prochains podcasts? Oui. Alors je vais juste mentionner les personnes avec qui un enregistrement est déjà prévu, comme ça le reste ça reste un peu de la surprise puisque je sais pas si les gens accepteront de venir ou pas. Mais voilà, la deuxième vidéo si on veut, ça sera autour de la phytothérapie avec une droguiste qui viendra parler des plantes, quelles plantes utiliser dans chaque phase du cycle. Il y aura une vidéo aussi sur la nutrition et la micronutrition avec une personne vraiment spécialisée dans le cycle féminin. D'accord. Il y aura une vidéo autour de la réflexologie et de l'aromathérapie, avec ta maman d'ailleurs. Oui, effectivement. Voilà. Et puis, il y aura aussi une vidéo, celle-ci, je me réjouis parce que je n'avais pas du tout prévu d'en faire une là-dessus, mais j'ai fait un stage sur la méthode Wim Hof avec toi. Avec moi. C'est ça. Autour justement de la respiration et des bains froids. Et comme il parlait le type qui nous faisait le stage a parlé de la respiration pour soutenir la santé, pour aider à réduire les inflammations, je me suis dit, génial, dans le cycle menstruel, il y a très souvent des inflammations. Donc du coup, il y aura aussi une vidéo sur le pouvoir de la respiration et un petit peu autour des bains froids aussi. Voilà, encore à définir exactement les grandes lignes de celui-là. Et puis, il y aura encore beaucoup d'autres épisodes. Là, j'en ai une quinzaine qui ont été scriptés, donc on a de quoi se régaler encore. Voilà, c'est ça, exactement. Et peut-être une dernière petite question pour conclure le podcast d'aujourd'hui. Donc toi, quels sont tes projets futurs en fait pour amener de la matière à la symptothermie? Alors j'ai envie encore déjà de perfectionner mes accompagnements parce que comme je te disais, il y a des choses pour lesquelles je suis satisfaite, mais je suis pas encore complètement satisfaite de comment j'assure le suivi en fait entre les consultations. J'aimerais trouver une manière d'être un peu plus proche des gens, de les soutenir un peu plus à distance aussi. Donc là, j'ai une ou deux idées en tête que je vais essayer de développer. Mais il y aura déjà améliorer mes accompagnements. Après, cette année, je vais organiser aussi plusieurs ateliers autour du cycle menstruel et que j'ai choisi de faire en collaboration avec d'autres personnes qui ont d'autres compétences, histoire d'avoir notamment le premier, ce sera le 20 avril avec la droguiste de la Centaurée. On va noter la date, 20 avril. Ça, il y aura de la pub autour des plantes, justement, pour le cycle menstruel. Donc, j'ai envie de faire des ateliers un peu thématiques comme ça. Et puis, j'ai aussi envie de me former en nutrition et micronutrition pour pouvoir, justement, accompagner un peu plus en profondeur les problématiques menstruelles. Ça, le début de la formation, il est encore à définir, mais normalement, ça sera pour cette année. Ouais, donc, beaucoup de projets très, très intéressants et surtout des podcasts qui vont venir. Donc, voilà, c'était la fin de ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'être resté avec nous jusqu'au bout et puis à bientôt pour la suite. Oui, merci beaucoup. Je ne serai pas là, mais Estelle sera là. Je te remercie beaucoup pour ta présence et puis à bientôt. À bientôt.